Vous avez récupéré les choses de la professeure Bédard? Jusqu'à présent ou délégué? Rien? Tirage, rien. Vous n'avez rien récupéré. Et les cours, ils sont pas prêts, c'est ça les cours? Tirage, ouais. Et il vous a donné un jeu. Ben, c'est ce que je vais faire par là parce qu'on a repris au tirage. Je l'ai déposé hier. Mais on a fait du coup, on a fait une. Et de toute façon, je crois que déjà vous avez le cours. Alors, vous avez le cours parce que c'est le même. Et vous avez même la présentation sur la ligne, en ligne, sur Internet. Donc, normalement, lundi, nous, et nous vous posez des questions. Non, rien. Si, ok. Et la présentation, c'est vrai. Oui. Très bien. Donc, on va toucher une phrase. C'est une surprise, en fait. Alors, c'est le même cours parce que je vois que déjà la majorité a le cours terminé. Sauf que j'ai été gentille, j'ai enlevé une partie. Donc, il est encore plus court que celui de l'année dernière. Vous allez avoir absolument 3 cours. C'est des cours très faciles. Ça consiste en des définitions. D'accord. Et la partie la plus intéressante qui va se faire, je vais vous dire, j'insiste sur cette partie. D'accord. Et on va voir. D'abord, je me présente. Je suis professeur Koundouche. D'accord. CHE Constantine. Jardin à la base. Et aujourd'hui, on va voir des lésions élémentaires de la cellule. Donc, si vous avez de bons souvenirs du lycée, vous avez déjà vu ce que c'est qu'une cellule eucaryote. Avec un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. Il y a bien sûr à l'intérieur du noyau le nucléole et la chromatine, et vous avez les organismes cytoplasmiques à l'intérieur du cytoplasme. Donc là, bien sûr, on ne va pas voir une cellule comme ça au microscope électronique. Au microscope, à des tâches de et les microscope optique, voici ce qu'on a. On voit une cellule avec un noyau, une basophile, rang, un cytoplasme plus ou moins abondant, ça dépend d'un an, et une membrane cytoplasmique. On va d'abord définir ce que c'est qu'une lésion. Alors, une lésion, c'est quoi? C'est une modification morphologique, c'est-à-dire qu'on arrive à voir soit au microscope, soit à l'œil nu, visible des structures qui sont normales. La lésion élémentaire, c'est une unité lésionnelle que l'on isole d'un ensemble lésionnel. Donc, c'est le détail du détail. On décrit 2 types de lésions élémentaires. Quand ça touche le noyau, on parle d'altération subcellulaire. Et quand ça touche le noyau et le cytoplasme, on parle d'altération cellulaire. Et on va commencer par le noyau. Au niveau du noyau, qu'est-ce qu'il existe? Il existe des altérations sublétales, qui sont toujours réversibles. Létale, ça veut dire quoi? Mortelle. Voilà. Et les altérations létales, tout ce qui est létal, est irréversible. Et on va commencer par les altérations sublétales ou réversibles. On a la condensation et la margination de la chromatine. On a le remaniement de la membrane nucléaire et le remaniement du nucléaire. Et on va commencer par la condensation et la margination de la chromatine. Alors, la chromatine, elle vient et elle s'accumule sous la membrane nucléaire, soit en bande ou là en mode, c'est la même chose, tandis que le noyau, il diminue quelque peu de volume. Donc, c'est quoi en fait? C'est une rétraction du noyau. On a l'impression que le noyau, il diminue de volume et il devient encore plus basique. C'est juste le quelqu'un qui est montré. Elle vient et elle s'accumule en bande ou bien en mode sous la membrane nucléaire. Donc on a l'impression que le centre du noyau est vide et le noyau est sur la Ça, c'est la condensation et la margination de la chromatine.
En tout, c'est des définitions hein, que vous allez apprendre par cœur, parce que vous demandez concernant les questions. Les remaniements de la membrane nucléaire. Alors, la membrane nucléaire, le noyau, autrement dit, il est bordé par deux membranes. Une membrane interne, qui est lisse, une membrane externe, parsemée de ribosomes. D'accord? Donc, l'invagination du feuillet interne, elle aboutit à la formation de véritables vacuoles, donc qui se forment optiquement vite, alors que l'invagination de la membrane externe aboutit à la formation d'une vacuole. Pourquoi une pseudo-vacuole? Parce qu'elle reste en communication avec le cytoplasme. Dans le noyau, membrane interne et membrane externe. La membrane interne est lisse, la membrane externe elle est ponctuée par des liposomes. L'invagination de la membrane interne, elle aboutit à la formation d'une vacuole, c'est-à-dire la vacuole optiquement vide. Par contre, l'invagination de la membrane externe, elle aboutit à quoi? Elle va repousser la membrane interne. Elle reste ouverte en communication. Elle va repousser la membrane interne. Et c'est une pseudo-vacuole. Pourquoi une pseudo-vacuole? Parce qu'elle n'est pas ferme. C'est clair? Maintenant, les remaniements du nucléole. Alors, les remaniements du nucléole touchent la taille et le nombre. Alors, soit on aura une hypertrophie nucléolaire, on va avoir un noyau avec un gros nucléole au centre. C'est une hypertrophie nucléolaire, ça se voit surtout dans les pathologies tumorales. On peut avoir également un noyau avec plusieurs nucléoles. D'accord? Donc, on appelle ça un noyau multinucléolaire. Nucléolaire, c'est relatif au nucléole, et nucléolé, qui coule comme nucléolé. C'est le nucléole ou c'est le noyau? Voilà. Parce qu'il y a des êtres confondus. Et on peut avoir également une séparation, une ségrégation nucléolaire. C'est la séparation des différents composants dans des circonstances pathologiques. Je vois les composants dans le nucléole, ARN et ADN. D'accord? Donc, je vois les altérations réversibles. Parce qu'on a vu une condensation et margination de la chromatine, un remaniement de la membrane nucléaire qui peut aboutir soit à la formation d'une véritable vacuole, soit un remaniement du nucléole qui porte sur la taille de une hypertrophie nucléolaire, ou bien sur le nombre, c'est un noyau multinucléolé, ou bien une séparation ou une ségrégation des différents constituants ou composants du nucléaire. Ça, c'était pour les lésions réversibles, qui peuvent se voir aussi bien dans des circonstances inflammatoires ou tumorales. Les altérations irréversibles maintenant létales. Alors, si la cellule, elle meurt brutalement, le noyau reste figé et conserve une apparence normale. Donc, il est comparable à celui d'une cellule qui a été fixée dans un fixateur chimique, comme le formol. Et en fait, c'est le but de la fixation. Quand un chirurgien fait les RS d'un polype, ou de la ganglionule, d'un ganglion, là, quand on enlève la vésicule biliaire, on va tout de suite dans un fixateur. Pourquoi? Pour que les noyaux et la cellule conservent une apparence normale. Par contre, si la mort cellulaire elle survient lentement, le noyau et surtout la chromatine, qui est plus sensible, va présenter des modifications morphologiques et biochimiques. Et ces modifications sont la pycnose, la kariorexie et la caryopsie. Et on va voir ce que c'est que la pycnose, ce que c'est que la kariorexie et la caryopsie. Alors, la pycnose, c'est quoi? Vous savez qu'il y a une margination de la chromatine avec une rétraction du noyau. La pycnose, c'est l'intensification de la condensation et de la margination de la chromatine. Elle devient encore plus intense.
Et on a un noyau qui va ressembler à un petit point bleu foncé. C'est ça la question. Donc c'est une rétraction du noyau qui se présente alors comme une masse homogène, dense et basophile. Basophile veut dire bleu. Et eosinophile veut dire rose. La karyopexie, le noyau va être rétracté, condensé, il va éclater. Donc c'est l'éclatement de la chromatine condensée en fragments qui sont irréguliers et qui sont généralement peu volumineux. Si la membrane nucléaire elle est intacte, les fragments ils vont rester à l'intérieur du noyau. Et si la membrane nucléaire elle est rompue, les fragments vont se disperser dans le cytoplasme. La karyolyse, cette chromatine plus ou moins désintégrée, elle ne prend plus de colorant, elle ne prend plus de colorant et on va avoir une cellule sans noyau. Pycnose, karyorexie et karyolyse sont des lésions irréversibles. Et la pycnose, la karyorexie et la karyolyse se suivent. On ne peut pas avoir une karyolyse, on bat une pycnose, on bat une karyorexie. D'accord. On a une pycnose, donc une rétraction, on bat une fragmentation, on bat une disparition. Donc, voici une cellule normale. Il faut le noyau par rapport, la taille du noyau par rapport au cytoplasme. C'est un rapport nucléocytoplasmique qui est conservé. Après la pycnose, le noyau se rétracte. Il diminue de volume, il devient très bleu. Et après, la chromatine, elle éclate en fragments. Ils peuvent rester à l'intérieur du noyau si la membrane nucléaire est intacte, ou bien disparaître. Et enfin, la karyolyse, la karyorexie, ça ne s'écrit pas avec le K, en fait, c'est en anglais. Hein. D'accord. Et le stade ultime, on va avoir une cellule sans noyau. Au microscope optique, alors la première image, c'est une pycnose. Regardez le noyau qu'on y est. Il est bleu et il est petit. D'accord? La deuxième image, regardez quand il y a une fragmentation de la chromatine. Et en fait, la troisième image correspond pratiquement à un cytoplasme sans noyau, ou là avec un noyau qui est très très pâle. C'est clair? Oui. Après le noyau, on va voir les altérations de la mitose. Alors, la mitose, tu vois, la mitose, les différentes stades de la mitose. Acrophase, métaphase, anaphase et télophase. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme altération au niveau de la mitose? Ça va porter sur le rythme de la mitose, ou bien le déroulement, ou bien la morphologie et la division. Et on va commencer par les altérations du rythme de la mitose. Alors, le rythme des mitoses, il est adapté aux besoins de la croissance d'un tissu. Mais ce rythme, il peut être perturbé dans certains cas pathologiques, inflammatoires, ou là, physiologiques, hormonales par exemple. Incitation hormonale chez la femme qui est enceinte, il y a une accélération de la rythme des mitoses. Il est ralenti dans les tissus qui sont mal vascularisés. Il est accéléré au cours de certaines stimulations hormonales, comme la grossesse, chimiques ou bien inflammatoires, au cours de la cicatrisation. Dans ce cas, ces tissus riches en cellules deviennent généralement hyperplasiques ou hypertrophiques. Là, c'était le rythme. Maintenant, le déroulement. Le déroulement, au lieu qu'il passe par les phases normalement, alors, il y a les altérations du déroulement de la mitose. C'est-à-dire, c'est un matin là. Certains agents d'agression empêchent la duplication et la synthèse d'ADN. Les tissus deviennent pauvres en mitose et c'est ce qu'on appelle le vide mitotique. Regardons le but de la chimie et de la radiothérapie. D'accord. Pourquoi on fait de la radiothérapie sur les cancers? C'est pour limiter la croissance de la tumeur. Et si on limite le déroulement de la mitose, on va avoir un tissu qui est pauvre en mitose, c'est ce qu'on appelle le vide mitotique.
D'autres agents, comme les antimitotiques, c'est la chimiothérapie, d'accord? Elle empêche carrément la formation du fuseau achromatique. Il s'ensuit une mort cellulaire brutale, c'est ce qu'on appelle la mitonécrose. Donc, on a le vide des mitotiques, ralentissement carrément de la mitose, ou là, la mitonécrose, on empêche carrément la formation de la mitose. Là, c'est la radiothérapie et la chimiothérapie. La deuxième pour la mitonécrose. Oui. Madame, pourquoi des fois la chimiothérapie n'est pas efficace? Ben, ça dépend de la tumeur. Si elle répond, elle répond pas. La chimiothérapie est toujours efficace, du moins au début. Et après, c'est les effets secondaires de la chimiothérapie qui font qu'on interrompt le traitement. Les altérations de la mitose, toujours, on va voir des altérations de morphologie. Sauf là, le rythme, le déroulement, et maintenant les altérations de la morphologie. Elle se traduit par des mitoses atypiques et nombreuses, qu'on voit très souvent dans les cancers. Elle est due au blocage de la mitose dans certains stades, ou bien c'est le même stade qui se répète 2 ou 3 fois de suite. Et donc, on va avoir une tumeur, une biopsie par exemple du polyterrain, wahda en anaphase, wahda en pilophase. Donc, c'est des mitoses qui sont atypiques. Après les altérations de morphologie, il y a la plurinucléation, c'est-à-dire une cellule avec Plusieurs. nucléation. C'est les noyaux. D'accord? Donc, on va voir une cellule avec 2, 3, 10, 20, 40 noyaux. Elle se voit dans les états physiologiques. Une cellule avec plusieurs noyaux, ça ne veut pas dire que c'est malin. Ça peut être physiologique, comme les ostéoclastes. Les ostéoclastes, ce sont les cellules qui détruisent l'os. Non. Ostéoclaste, c'est la cellule osseuse. Normal, qui manque chondrocyte. C'est la cellule du cartilage. L'ostéoblaste. Lise, qu'est-ce que met brise? Tout ce qui se termine avec lise entraîne la destruction. Là, c'est ici. Les ostéoclastes, les ostéocytes, c'est des cellules qui forment l'os. Les trophoblastes, par exemple, les cellules du trophoblaste sont des cellules qui renferment plusieurs noyaux. Et c'est physiologique. Alors, ce sont des cellules de taille très variable, pourvues d'un cytoplasme granuleux ou vacuolaire et d'un nombre variable de noyaux. Sa taille souvent considérable la fait nommer cellule géante. Donc, toutes les cellules, généralement, qui renferment plusieurs noyaux, sont des cellules géantes. C'est une cellule géante. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est des noyaux. Regardez combien de noyaux il y a dans une cellule. Le bleu, lui, classe. Attendez, je vais faire le pointeur. Voilà, regardez, c'est le noyau. D'accord? C'est la cellule, c'est pas le noyau. Là, c'est un noyau, 2 noyaux, 3 noyaux, 4 noyaux. Vous voyez? Donc, c'est une division nucléaire sans division cellulaire. Voici une deuxième cellule géante. Elle dit c'est ce qu'on appelle une cellule géante multinucléée, généralement à corps étranger. Quand il y a par exemple un fil de suture, il y a des cellules géantes macrophagiques, c'est ce qu'on appelle les macrophages, qui entourent le corps étranger. C'est pour ça qu'on les appelle cellules géantes à corps étranger. Tu vois partout. Après, vous allez voir ça en pneumo. Vous allez voir la cellule de Langerhans, c'est une cellule géante multinucléée. Les noyaux, ils se mettent en couronne, là, en fer à cheval. Après, vous allez voir ça en pneumo. Ça, c'est une mitose anormale. Regardez la mitose. Est-ce que c'est une mitose normale? Généralement, la mitose, on la reconnaît. Il y a 2 pôles. D'accord? Là, regardez. C'est une mitose atypique. Là, c'est une mitose tripolaire. Oui. Là, c'est une mitose qui est tripolaire. Attendez, je vais faire le pointeur. Regardez cette mitose. Il y a 1 pôle, 2 pôles et 3 pôles.
C'est une mitose atypique. Madame la blanche. Ah bon? Regardez. C'est une mitose qui est atypique. Et là, c'est un noyau qui est déjeté en périphérie. Ce n'est pas une mitose, c'est un cytoplasme, il est occupé par une vacuole et le noyau, il est refoulé en périphérie. Mais là, c'est une mitose qui est anormale ou atypique. Les mitoses atypiques ne donnent que les cancers. Pour que ça soit clair. Quand je vous donne des mitoses atypiques, si une tumeur bénigne, une tumeur maligne, elles sont très très riches en mitoses atypiques. On a déjà vu ça. Donc, cumul la mitose, est-ce que c'est clair? Et on va passer à la membrane cellulaire. Elle représente une partie très dynamique de la cellule. C'est le lieu d'échange par excellence. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme altération? On a les altérations de la surface cellulaire, qui ont l'exagération des structures normales, apparition de structures pathologiques qui sont spéciales, ou bien on va avoir l'immunopathologie, c'est-à-dire conflit antigène-anticorps. On peut avoir également des altérations de jonction cellulaire. C'est quoi la jonction cellulaire? C'est les ponts d'union entre les cellules. Donc ces ponts d'union vont persister, ou là, au contraire, ils vont disparaître. Et on aura aussi des altérations de forme et de volume, et on va commencer par les altérations de la surface cellulaire. Alors, exagération des structures normales. Tu sais, on a la phagocytose, l'endocytose. D'accord? Alors, c'est l'invagination endocytose. Endocytose, ça veut dire que c'est l'invagination À l'intérieur de la cellule. À l'intérieur de la en cellule. dedans. Avec vacuolisation, aboutissant à l'introduction du matériel étranger. D'accord? Et le phénomène d'exocytose, c'est l'ouverture à l'extérieur pour rejeter le corps étrange. Et dans certaines circonstances pathologiques, inflammatoires ou tumorales, il va y avoir une accélération, bien une exagération de l'endocytose et de l'oxycytose. D'accord? L'apparition de structures pathologiques spéciales, peut-être qu'on prend l'exemple, apparition d'ondulations de surface, c'est ce qu'on appelle les pseudopodes, c'est les pieds. D'accord? Ou bien une réponse cellulaire à l'anoxie ou au conflit antigène-anticorps. Il y a normalement des images. Pour la membrane cellulaire et l'immunopathologie, qu'est-ce qu'on a au niveau de la membrane cellulaire? On a des protéines. Mais à part ça, pour le conflit antigène-anticorps, on a des récepteurs. D'accord. Donc, présence de récepteurs antigéniques au niveau de la membrane cellulaire qui, en cas d'affection, ils vont entraîner un conflit antigène-anticorps. Et la première à subir ce conflit antigène-anticorps, c'est la membrane cytoplasmique. Quelques images. Ah, mais tu les vois. C'est décrit. Là, c'est un peu exagéré, puisque c'est fait à la main, mais au microscope, on va voir comme des spicules. Le cours, c'est un peu plus détaillé, mais vous allez voir que l'essentiel, c'est comme à la main. C'est-à-dire, les questions que je vais poser, ça va s'être sur ça. Et par contre, c'est le cours, c'est juste pour que vous compreniez le cours. Voilà. Les altérations des jonctions. Donc, dans la bulle, vous avez les cellules. Elles sont accolées l'une à l'autre par des ponts d'union. Il arrive que ces ponts d'union persistent alors qu'ils devraient disparaître. Exemple, la parakératose. Bon, la cellule, elle est jeune, ensuite elle devient mature, ou bien elle devient vieille. Quand elle devient vieille, qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle se détache. Donc, il y a une rupture dans les ponts d'union. On dit que la cellule, elle est détachée. Et c'est pour ça que quand vous faites un gommage, généralement, c'est des cellules mortes. D'accord? Mais des fois, les ponts d'union adultes, même si la cellule elle est vieille, les ponts d'union persistent. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Une peau qui est épaisse et rugueuse, qui monte au niveau des talons. C'est ce qu'on appelle la parakératose. Dans d'autres circonstances, exemple métastase, j'ai dit qu'on a une dissolution des ponts d'union ou la déjonction, alors que normalement les cellules restent accolées. Et c'est ce qui favorise les tumeurs malignes, la métastase. C'est bon?
Après les altérations des jonctions, on a les altérations de forme et de volume. Vous savez très bien que c'est la membrane cytoplasmique qui donne la forme à la cellule, si elle est cubique, arrondie, d'accord, ou la polygonale. Donc, si la membrane laisse rentrer l'eau, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et elle va changer de forme. Voilà. C'est pour ça que le volume, c'est une pénétration exagérée d'eau dans le cytoplasme. Plutôt pour le volume. La forme, elle a un exemple très simple, c'est une déformation ou l'atrophie des structures qui existent au pôle apical de la cellule. Les cellules jejunales sont des jéjunomes, prodénome et jéjunome. Deux. Vous laissez à ce niveau-là, c'est l'absorption intestinale. Et c'est par l'intermédiaire des villosités. Les cellules, elles sont comme ça. Après, là, avec un noyau, où les villosités permettent l'absorption intestinale. En cas de maladie cœliaque, par exemple, on a une atrophie. Atrophie des On villosités. va voir ça. C'est une atrophie villosique. Une maladie cœliaque. Après la biopsie, on va dire lesquelles disparition complète des villosités. On va dire c'est une atrophie totale. Lesquelles elle est préservée. On dit une atrophie subtotale. C'est bon? Alors, on a le système digestif de la cellule, représenté par les lysosomes. Donc, ce sont des organismes qui sont présents dans toutes les cellules, animales ou la végétale. Ils appartiennent au système lytique. Lytique, ça veut dire catabolique. Mais non pas anabolique. D'accord? Catabolique du système cellulaire. Mais le partout, sauf les lysosomes. Partout, sauf dans les globules rouges. Il n'y a pas de lysosome dans le pays. Ce sont des vésicules polymorphes, sont bordés par une membrane lipoprotéique et ils contiennent des enzymes. D'accord? Ce sont des enzymes qui sont capables d'attaquer une grande variété de composés biologiques, en particulier les phosphatases acides. Et ces enzymes n'agissent qu'en pH acide. Donc, il faut garder en tête que les lysosomes appartiennent au système lytique, donc catabolique, qui sont bordés par une membrane lipoprotéique et qu'à l'intérieur, on a plusieurs enzymes qui n'agissent qu'en pH acide. Madame, Oui, qu'est-ce que ça veut dire végétaux polymorphes? ça veut dire la taille. Et puis même à l'intérieur. À l'intérieur, il y a des enzymes, par exemple, mais qui nous polymorphe, ça veut dire c'est la taille. Je ne parle que de la taille. La taille, c'est le contraire de monomorphe. On va voir les lysosomes et la ligne cellulaire et on va voir la maladie lysosomale. On va commencer par la ligne cellulaire. Donc, on va imaginer une cellule et à l'intérieur de laquelle il y a un corps étranger. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Les lysosomes qui existent, on les appelle les lysosomes primaires ou bien les protolysosomes. Alors, il y a une vacuole d'endocytose. Donc, c'est un corps étranger. La vacuole d'endocytose va se lier aux lysosomes. D'accord? Ils vont fusionner, ils vont entraîner une destruction, et ce qui reste, on va les appeler les lysosomes secondaires, ou bien les phagolysosomes. Alors, normalement, je mets un peu ici. Ça, c'était clair. Oui. Alors, les protolysosomes, les lysosomes primaires, vont fusionner avec la vacuole d'endocytose. D'accord? Et après, il va y avoir une lyse, et ce qui reste? Madame, la liste de quoi? De l'endocytose. Du produit du corps étranger. D'accord? Et ce qui reste, on va les appeler les phagolysosomes.
C'est toujours la suite. Hein. Au Samna, les phagolysosomes, ils sont polymorphes, ils sont riches en phosphatase acide, c'est normal, puisque les enzymes sont riches en phosphatase acide. D'accord? Et ils sont également entourés par une membrane lipoprotéique. Si la digestion n'est pas complète, il se forme quoi? Des résidus, ou là des corps résiduels, qu'on appellera télélysosomes. Et ces télélysosomes, ils vont être expulsés par exocytose, ou bien subir une modification chimique, ils vont devenir liquides, ils vont être éliminés à travers la membrane, ou bien ils vont tout simplement rester à l'intérieur de la cellule. C'est ce qu'on appellera des lysosomes tertiaires. Oui. Les phagolysosomes Oui. sont différents, ne sont pas les mêmes des lysosomes primaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une c'est après fusion avec l'endocytose qui forme. Voilà. C'est-à-dire que c'est la transformation des lysosomes primaires après la fusion en phagolysosome. C'est ça. Oui. Pourquoi tenir enzymatique? Oui. C'est différent d'un lysosome à un autre. Généralement, on a les mêmes, sauf les maladies lysosomales. Voilà. Donc, on est doté de lysosomes et les lysosomes fiomes. Les mêmes. Fiomes, les mêmes enzymes, capables de détruire la graisse, capables de détruire pas mal de choses. Et il y a malheureusement des personnes qui ont un déficit enzymatique, c'est-à-dire, voilà, je vois les maladies lysosomales. D'accord? Oui? Tu m'as dit, ne posez pas de questions? Ou là, c'est clair? Très bien, oui. Donc les lysosomes tertiaires Oui. s'envolent. Donc, s'envolent quand le corps est étranger. C'est le reste des corps étrangers. C'est le reste des corps étrangers avec les lysosomes. Ah, d'accord. Voilà. En fait, les lysosomes tertiaires, c'est quoi? C'est des télélysosomes qui persistent. Voilà. Laquelle malarrouche, on les appellera, non, des fois, malheureusement, ils ne disparaissent pas. Ils restent toujours Ils restent toujours dans la cellule et on les appellera ça les corps résiduels ou bien les lysosomes tertiaires. Alors, ils vont plutôt peut-être. Non, parce que la cellule, après, elle va être éliminée par le corps. Voilà. Ça, c'est Après, on va arriver le prochain cours. D'accord. C'est ce que Oui. Des fois, oui. Des fois, oui. Ça dépend du produit. Lorsqu'il est capable de détruire, il va l'expulser soit par exocytose ou par diffusion à travers la membrane, mais des fois, il persiste. Et ce qu'on appellera les lysosomes tertiaires. Et après, on va voir, où c'est ça, après, le prochain cours. Parce qu'après, elle dit que la cellule qui va rester avec C'est lysosomes tertiaires. elle sera éliminée par le corps. Les maladies lysosomales, c'est quoi? On a les altérations de la membrane lysosomale. Alors imaginez qu'il y a une cellule qui a les lysosomes normales et qu'il y a une fragilité de la membrane lysosomale. Et que cette membrane lysosomale, elle est détruite. Les enzymes qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir et s'attaquer à la cellule. Donc, et des fois, c'est un moyen thérapeutique. Des fois, les radiations, par exemple la radiothérapie, entre autres, elle va entraîner une fragilité de la membrane lysosomale pour aboutir justement à la destruction de la cellule tumorale. Donc, dans les altérations de la membrane lysosomale, on a deux choses. On a une radiation primale, la radiothérapie, on a l'anoxie. L'anoxie, c'est quoi? C'est l'absence. Parce que l'hypoxie, c'est un manque. Et l'anoxie, c'est carrément pas d'oxygène. Ou là, en cas de certaines déficiences en vitamines, il va entraîner la fragilisation de cette membrane lysosomale et donc libération d'enzymes, nécrose brutale de la cellule. C'est ce qu'on appelle une autodigestion. C'est bon? Oui? Que l'autophagie, oui, c'est à peu près la même chose, mais ça, elle n'est pas provoquée par la même chose. C'est pas des lysosomes. Certaines substances, comme le cholestérol, comme les corticoïdes, et c'est pour ça que pour certaines pathologies, on doit inclure la corticothérapie. Pour entraîner justement, quand il y a une fragilité de la membrane lysosomale, mais d'où les corticoïdes.
Certaines substances entraînent une grande stabilité de la membrane et donc une meilleure résistance de la cellule. C'est bon? Le déficit enzymatique lysosomal. Alors, les lysosomes peuvent manquer de certains enzymes qui sont nécessaires au métabolisme normal de la cellule. C'est ce qu'on appelle l'enzymopathie congénitale. Généralement, l'enzymopathie, elle est toujours congénitale. C'est-à-dire que la personne, elle est née avec certains enzymes qui manquent dans les lysosomes. C'est un chapitre. Mais alors, je préfère juste dire qu'il y a une certaine personne qui a un déficit enzymatique, c'est ce qu'on appelle l'enzymopathie congénitale. Oui. C'est-à-dire la projection de la membrane lysosomal. Oui. Des fois, on doit fragiliser, des fois, on donne des corticoïdes pour... On doit fragiliser. Fait un seul cas. Fait un seul cas qui cause Une tumeur. qui cause une tumeur. Un truc tumoral, on provoque. D'accord, là, on provoque la fragilité de la membrane. Mais jamais, voilà. Par contre, il y a certaines maladies qui provoquent la fragilité. Les allergies, les corticoïdes, même les antihistaminiques pour ça. Voilà. Ça entraîne une meilleure résistance de la membrane. Oui. Oui. Mais la radiothérapie, les radiations beaucoup. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a une radio du thorax par exemple, mais il faut trop mal. Pas compris. On risque sûrement, si on utilise une radiothérapie, l'intérêt d'autres cellules. Oui, quand la radiothérapie n'est pas ciblée. Précise. C'est le problème qu'on a actuellement. C'est pour ça qu'ils ont ramené d'autres machines. Parce que la radiothérapie. Peut-être comme un exemple, un malade qui fait un cancer du cavum. Et par exemple, un autre cancer, et quand il fait de la radiothérapie, il y a toujours des effets secondaires. Et ils disent très souvent, les gens qui a fait de la radiothérapie, qui restent de la maladie. Donc même temps après, il peut provoquer, la radiothérapie, elle provoque d'autres cancers. D'accord. Mais la radiothérapie, quand elle est bien ciblée, vous avez remarqué que le CAC, ils font un traçage. Vous n'avez jamais remarqué. Le malade qui rentre, il fait un traçage avec un feutre indélébile pour limiter la zone qui va être irradiée. D'accord. Mais ne croyez pas que les radiations vont se limiter. Plus l'appareil est sophistiqué, plus la région est ciblée. Et lorsque l'appareil n'est pas très, très performant, il y a toujours les régions à côté, entre autres, qui vont provoquer de la fibrose, une atrophie des glandes, et des causes secondaires à la radiothérapie. Le cytoplasme, c'est le plus facile. Le cytoplasme parce qu'il n'y a rien. C'est l'espace qui est occupé entre les organiques, mitochondries, ribosomes, la cardiologie, et le noyau. Et donc les altérations du cytoplasme doivent porter sur la concentration et bien sûr la densité. Alors, accroissement de la densité. Peut-être que vous avez la densité par là. Ouais. Une déplétion, ou bien une perte en eau, ou bien une dénaturation des protéines peuvent provoquer une augmentation de la densité. Et le contraire, c'est-à-dire un arrêt de la synthèse des protéines, ou là, une entrée d'eau, passage d'eau à l'intérieur, entraîne une diminution de la densité. Exactement comme quand vous prenez un verre, ça fait du sirop, par exemple du grenadine, il est rouge foncé, plus vous rajoutez de l'eau, il devient clair et la densité elle diminue. On rajoute de l'eau, diminution de la densité, on enlève l'eau, augmentation de la densité. Et la même chose pour les protéines. Quand il y a un arrêt de synthèse des protéines, diminution de la densité. Quand il y a, au contraire, voilà, donc il y a une accroissement, plutôt il y a un accroissement de la densité. Est-ce que c'est bon? Oui. Une dénaturation des protéines, c'est-à-dire qu'ils perdent de leur nature. Ils perdent de leur nature, soit par une accélération
de la fabrication des protéines, par exemple les cellules tumorales, d'accord. Il y a une dénaturation des protéines, qui deviennent plus concentrées, voilà. Il me donne une augmentation de la densité. Vous n'avez pas remarqué que les mitochondries ولا تحبوا نهضروا عليها parce que نحيتها لكم الكور. Donc le cours on a vraiment réduit puisque ces mitochondries en fait c'est des. J'ai remarqué que les un cours qui نحط des mitochondries après le cycle médical ça ما تحبوش. D'accord. Donc Fada en plus j'ai préféré l'enlever. Je vous ai donné le noyau. Donc j'insiste sur les altérations réversibles et irréversibles. D'accord. Et j'insiste sur les lysosomes. D'accord. L'augmentation et la diminution de la densité. Et le cours prochain, on va voir, c'est un cours qui consiste en des définitions, on va voir ce que c'est qu'une hyperplasie, ce que c'est qu'une dysplasie, qu'une atrophie. Le deuxième, le troisième cours, en fait, c'est pratiquement le même cours. Le prochain cours, il va porter sur la cellule. Et le troisième cours va porter sur l'ensemble des cellules, c'est-à-dire organes et tissus. Est-ce que c'est bon? Les cours de la troisième année, c'est des cours qui sont relativement faciles. Mais là, je suis il y a l'inflammation. Mais c'est des cours Je vous donne le cours. Oui.